Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans cette tribune de Prime Politique, l'émission qui reçoit un acteur socio-politique pour revenir sur les faits saillants de l'actualité de la semaine. Et pour le compte de cette semaine, j'ai en plateau un invité, un acteur politique majeur connu depuis une trentaine d'années, ancien candidat à la présidentielle de 2021 dans notre pays. Il était en duo avec un certain Corentin Corquet. Il a dirigé la SONACOP dans notre pays. Il est actuellement l'un des soutiens du chef de l'État, Patrice Talon. Il est membre du bureau politique du parti Union progressiste Le Renouveau. J'ai nommé M. Irénée Josias Agossa qui nous a fait l'amitié et le plaisir de répondre à nos questions dans le cadre de cette émission. Monsieur Agossa, bonjour. Bonjour, Merci d'être là. c'est moi qui vous remercie. Merci C'est vous beaucoup. qui m'avez donné l'opportunité d'être là. Exactement. On sait que vous êtes un acteur politique très connu, vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Vous nous promettez de dire la vérité, de dire les choses telles qu'elles sont. Je vous promets d'être sincère. Merci beaucoup, Monsieur Agossa. Alors, on va démarrer par l'affaire Steve Amonsou. On l'a tous suivi. La réaction de la partie béninoise s'est fait attendre depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois déjà. Enfin, le porte-parole du gouvernement a réagi sur la question. Que pensez-vous de sa sortie et du timing? N'était-il pas un peu tard? D'abord, il faut être précis sur certains points en ce Oui. qui concerne cette affaire. Mm. C'est un fait divers. Ah bon? C'est un fait divers et qu'on veut transformer en fait de société et à d'autres égards même en une affaire d'État. Mm. Donc, soyons clairs, pour moi, Mm. je crois, et avec les données que nous avons aujourd'hui, Mm. c'est un fait divers. Mais pourquoi parler de faits Donc divers, c'est un fait divers, Monsieur Agossa, quand il y a eu la d'autant plus, réaction du parquet togolais, il y a eu un communiqué c'est un fait officiel? divers, d'autant plus que Oui. vous avez vu ça se répéter combien de fois dans notre société. Mm. C'est un fait divers. Mm. Et la suite du dossier nous a prouvé que c'est un fait divers. Mais c'est un Béninois qui a Donc, été interpellé ou enlevé en territoire il a étranger. été interpellé Mm. en territoire étranger. Mm. Et vous savez désormais ceux qui l'ont interpellé, comment il a été interpellé, parce que ça a été illégal. Mm. Il a porté plainte, il s'est porté partie civile, Mm. il a porté plainte. Le tribunal a siégé Mm. et a rendu une décision. Donc, cela suit normalement son cours. Le porte-parole du gouvernement a certainement juste porté une information, mais pas pour déformer ou prendre le devant de la décision de justice. Non. Donc, le cadre judiciaire est là, il a ses avocats et il a demandé un dédommagement. Le dédommagement lui a été accordé à une certaine hauteur. Et aujourd'hui, il est dans ses droits. Et ceux qui, en fait, ont illégalement été en territoire étranger et l'ont interpellé, et on leur a montré qu'ils ne sont pas dans la légalité selon les normes chez nous, et ils ont été condamnés. Et c'était en présence du plaignant. Il était là. Donc, où est le problème? Quel silence il y a? Non, il n'y a pas de silence, puisque chaque dossier est instruit et ça poursuit, ça suit son cours au niveau des Quand juridictions. le procureur de Lomé a sorti le communiqué, est-ce qu'il n'était pas temps pour la partie béninoise de réagir aussi pour éclairer l'opinion publique? Parce que tout le monde voulait savoir ce qui en est au niveau du Bénin et c'était silence radio. Est-ce que ce n'était pas gênant, ce silence au Qu'est-ce niveau qui est gênant aujourd'hui? Est-ce que du nous n'avons Bénin? pas apporté plus de lumière sur ce fait divers que les Togolais? Et vous tendez à Aujourd'hui, banaliser un fait oui, qui est quand c'est un même fait, non, c'est assez un fait sérieux. divers, d'autant plus que ici, est-ce que le communiqué togolais vous a permis de juger quelqu'un? Non. Mais le communiqué Mais a cité des noms. ici, on a été Mm. clair, la justice a été saisie par le dossier et c'est clair. On connaît aujourd'hui le fond du dossier, la forme aussi est connue et
et chacun est dans ses droits. Le communiqué Il nous a est permis de prévu- savoir qu'il y a des il est Béninois qui prévu- étaient impliqués. Il est prévu Oui. qu'on aille dans très peu de temps Oui. hein, et vers le dossier lui-même. C'est-à-dire que C'est monsieur prévu pour le Rouvi, 7 octobre. pour le 7 octobre. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on veut de mieux? Le communiqué du Togo, Laissez le Togo. Le Togo a fait son communiqué. mais ça nous a permis de savoir qu'il y a des Ce n'est Béninois pas impliqués. le Togo qui nous a permis. C'est le fait que Rouvi soit livré à la police républicaine qui fait que nous avons été informés du dossier. Le Bénin est informé du dossier à partir de là. Et la vérité se trouve au Bénin. Puisque c'est la République du Bénin, à travers sa police républicaine, qui a réceptionné, et si on peut utiliser ce terme, M. Rouvi. Enfin, entre griffes, hein, M. Steve Amoussou. Steve Amoussou désormais. Bon, voilà. Mais lui, la vérité se trouve là, parce que c'est les gens qui l'ont amené. Hein? C'est les gens qui l'ont amené. Si donc, le communiqué du Togo n'avait pas cité des noms, est-ce qu'on aurait les précisions? Laissez le communiqué du Togo. Pourquoi Steve Amoussou ne s'est pas plaint au Togo? Tout est clair. La vérité il n'est pas au Togo actuellement? Non, il est ici, donc la vérité est ici. Les faits se sont déroulés au Togo, mais en réalité, la vérité est ici. Mais pourquoi cacher la vérité? Personne n'a caché la vérité, d'autant plus qu'il y a eu un jugement. Où se pose le problème? Ne vous fiez pas au tribunal des réseaux sociaux. Ne vous fiez pas à ça. Donc ceux qui étaient en droit d'attendre une information, ne vous fiez ils n'ont pas raison. Au tribunal des réseaux sociaux. On ne va pas traiter un dossier, quelle que soit sa nature, si la justice est saisie, on ne va pas traiter ça au niveau des réseaux sociaux. Non, ce n'est pas ça. Mais les réseaux sociaux nous ont permis, M. Agossa, de savoir que M. Steve Amoussou a été interpellé. Je vous dis, nous serons, même si les réseaux sociaux n'en parlaient pas, M. Steve Amoussou ne s'est pas plaint au niveau des réseaux sociaux. Il s'est plaint à la justice béninoise. Donc, il faut être un peu calme. Il faut être un peu calme et on aura le jugement et tout va se faire. L'autre chose sur laquelle je dois préciser, en démocratie, la justice est rendue au nom du peuple. La justice est rendue au nom du peuple. Cette déformation qui est portée et prônée par l'opposition presque dans notre pays pour faire croire au peuple que la justice est rendue au nom d'un gouvernement, ou bien au nom d'un président, ou bien au nom d'une partie du peuple. Non, la justice est rendue au nom de tout le peuple. C'est ça le rôle de la justice dans notre pays. Donc, en voulant critiquer une décision de justice, on doit rester dans cette limite et ne pas poser un autre problème, c'est-à-dire le rapport à l'autorité. Parce que si on ne fait pas la part des choses et qu'on confond les choses, nous risquons de remettre en cause le rapport à l'autorité. Puisque le fait qu'il est jugé a au sein du processus judiciaire les recours. Si vous n'êtes pas d'accord, vous procédez à des recours et vous irez jusqu'au bout. C'est ça qui doit être fait. On doit respecter nos institutions et respecter la souveraineté de notre pays. Nous sommes un pays souverain autant que le Togo. Et nous ne pouvons pas nous baser sur la procédure du Togo pour pouvoir régler un problème chez nous. De la même manière, le Togo ne peut pas se baser sur la procédure béninoise pour régler un problème. Togo, et si nous avons les deux pays se retrouvent en face d'une situation qui les lie, il y a les accords. Il y a la procédure pour le faire. Cette situation lie les deux pays, le Togo et le Bénin. Et vous allez voir que ça va se régler selon les normes, mais pas au rythme des réseaux sociaux. On ne gère pas un pays au rythme des réseaux sociaux. Est-ce que l'audience vient annuler les mandats requis par le Togo? Vous avez les mandats. C'est ce que je vous dis. Oui, le communiqué du Togo a parlé de mandats d'arrêt requis contre... Non, ils n'ont pas parlé des mandats qu'il y a. Et on a émis des mandats. Non, ils ont dit requis, mandat d'arrêt requis. Voilà, requis. Oui, oui. Vous avez vu les mandats émis? Non. Si vous avez la preuve. On n'est pas dans le système judiciaire. Attendez alors. Attendez alors. Pourquoi vous êtes pressé? On n'est pas pressé, on veut savoir. C'est ça le problème. Je suis d'accord que vous pouvez chercher à savoir. Mais prenez contact avec les avocats de M. Steve Amoussou. Puisqu'ils doivent être informés
des éléments du dossier. Donc, s'il y a un mandat d'arrêt, la procédure qui doit suivre ça est là, et la justice béninoise va pouvoir gérer ça conformément aux engagements de la République. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je crois que c'est un fait divers et qu'on veut en faire un fait de société et voire même une affaire d'État. Il n'y a aucun problème entre le Bénin et le Togo. Monsieur Agossa banalise le dossier Non, Steve je Amo. reste dans la logique des faits. Ce qui doit être dit même ici, sur le dossier Steve Amoussou, c'est de voir ce qu'est même Steve Amoussou, ce qu'il faisait à travers son pseudonyme et frère Rouvi. Hein? Il vous jette à la pâture, il vous livre, hein, à la population, à la vindicte populaire presse, hein, avec un pseudonyme, et il ne vous donne aucune possibilité de vous défendre face à lui. Lui-même n'était même pas dans un processus démocratique. C'est de cela qu'on devait parler. Hein? Et il faisait la promotion de l'insolence. De l'insolence. Hein? Ça, c'est pas bien dans notre pays. Et il suscitait à une haine presque. Quand Steve Amoussou parle de vous dans cette chronique, il fallait sortir le lendemain pour voir comment vous êtes traité. Moi, j'ai été victime. Donc, mais écoutez, c'est de ça qu'on devait parler. Donc, tous ceux qui attendent le 7 prochain sont nombreux. Oui, c'est de ça qu'on devait parler. Non, moi, je ne m'en occupe pas parce que je sais qu'il doit pouvoir se justifier. Hein? Il y a d'autres affaires plus sérieuses. Il a cité des noms dans des dossiers assez sérieux dans le pays. On se demande s'il avait les preuves de ces allégations. Il faut qu'il apporte les preuves. Il faut qu'il apporte les preuves. Puis si c'était vrai, il faut qu'on règle ces problèmes. Si ce n'est pas vrai, qu'il soit puni. Ça, c'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas dans un pays où il faut le désordre. Je vous en prie. Dans la tradition chez nous, on dit que la parole est comme un œuf. Et dès que ça tombe et ça se casse, on n'arrive plus à tout reprendre. Vous ne pouvez pas tout reprendre. Donc, quand on dit du n'importe quoi sur vous, sans vous donner la possibilité de vous défendre, ça vous colle à la peau. Ça vous colle à la peau. On vous prend pour un exclu de la société. C'est pas bon. Donc, c'est de ça qu'on devait parler. Il faut arrêter ça dans notre pays. Même si c'est un fait divers et qu'il a amené là, mais bravo, il faut qu'il assume ses responsabilités par rapport à tout ce qu'il avait dit. Sur ce dossier, pourquoi les formations politiques qui soutiennent le chef de l'État n'ont pas réagi, ne serait-ce qu'un petit communiqué au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau ou du Bloc républicain? Vous voulez qu'on réagisse à tout moment sur des faits divers? Non, mais pas à tout moment. Mais c'est un fait divers. Quand vous traitez ce sujet de faits divers, ceux qui nous suivent, ils seront ahuris sur des dossiers sérieux, nous allons intervenir. Mais la communauté internationale a attendu quand même une réaction de la part du communauté internationale? Quelle communauté? Aujourd'hui, le monde est un village planétaire, on le sait. Les gens veulent en savoir sur ce dossier. Ils veulent la réaction de notre justice, pas des partis politiques. Non. Ils veulent voir si notre justice est cohérente et va permettre à ce que ce dossier serait clarifié. Ils ne veulent pas autre chose. Et avoir l'assurance que ce pays a une justice qui respecte les normes et qui respecte, bien sûr, les accords pour lesquels on s'est engagé dans la sous-région et sur le plan international. Ça, c'est clair. Donc, ce n'est pas la réaction de UP Le Renouveau ou bien de BR qu'attendent les membres de la communauté. Vous aurez pu réagir aussi. Non, mais je vous dis que c'est un fait divers. C'est un fait divers. Donc, quand vous voyez les gens s'intervenir sur le dossier, la manière dont il a été interpellé, mais c'est un fait divers. C'est un fait divers. Donc, et ça se calmer, tout ça. On a des choses plus sérieuses. Les noms qui ont été cités parmi ces ravisseurs, tout ça, c'est des faits divers. La justice a tranché devant lui, non? Devant lui. D'accord. Donc, c'est clair. Donc, ceux-là ont été pénalisés. Maintenant, s'ils ne sont pas d'accord, alors, il y a les voies de recours. Ça, c'est tout ce qu'on peut faire. D'accord. Monsieur Agossa. Tous ceux qui veulent parler comme vous, qui parlent comme vous, ceux que vous prenez comme référence des fois pour poser les questions, c'est ceux-là qui font croire au pays que la justice est au service de. La justice est au service du gouvernement. La justice est au service du président Talon. Qui l'a dit? Non, mais c'est ce qui se dit. Ah bon?
ils savent que Mm. on rend la justice au nom du peuple, Mm. c'est simple. Ils doivent se plier à la décision de justice Mm. ou bien se plier aux diverses formes de recours. Mm. Et c'est simple. Il ne faut pas déformer, il ne faut pas transformer un fait divers en un fait de société et en fait une affaire d'État. Non, non, Justement, ce n'est pas une affaire d'État. on dit, hein, selon un adage, que la nature a horreur du vide. Vous n'avez pas parlé, mais vos camarades de l'opposition ont abondamment réagi sur le sujet, jusqu'à même embrouiller une partie de la population. Au départ, ils ont parlé de la libération de Frère Rouvi et tout ce qui va avec. Ils sont les mêmes aujourd'hui, notamment au niveau du Parti Les Démocrates, à dire s'ils ne savent pas si M. Steve Amonsou est le Frère Rouvi. Que pensez-vous de Il y a une leur réaction? précipitation de leur part. Vous constatez qu'il y a une précipitation. Ils ne se sont pas calmés pour pouvoir avoir les informations qu'il faut et donner tout le temps à la justice pour que la justice fasse son travail. Je vous dis, ceux-là, c'est simple. Ils sont à la recherche d'un nouveau fonds de commerce. Ah bon? Oui, l'ancien fonds de commerce qui a à Yvon a commencé par tarir. Ça ne prend plus. Donc, il faut trouver un nouveau fonds de commerce pour dire que, bon, le gouvernement le pays ne gère pas selon les normes de droit. Les libertés d'expression, les libertés d'aller et venir ne sont pas respectées, etc. Et maintenant, bon, se positionner comme défenseur de ces libertés et dire enfin au moment d'une élection, vous voyez que le gouvernement a en sa tête le président Talon est un gouvernement de dictature qui ne respecte pas les libertés. Prenez maintenant le soin de nous voter, etc. Non, 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 non. Vous pensez que c'est un fonds de commerce? C'est un fonds de commerce. C'est toujours ce qu'ils ont fait. On a vu les images devant la criette. C'est un fonds de commerce. Et ils sont C'était pas mieux avec les attributs de la République. Ils sont cyniques. Ils sont cyniques. Bon? S'ils aimaient autant Rouvi, pourquoi eux, ils sont restés ici, ils se sont déclarés partie de l'opposition et ils sont protégés par la loi, ce qui leur permet de tout dire ici, et ils ne sont pas inquiétés. Et ils ont laissé le pauvre petit se mettre en exil à côté, à Lomé, pour prendre tous ces risques. Et maintenant, c'est quand il a été arrêté, voilà, ils se sont levés pour le défendre. Pourquoi ils ne pourraient pas lui dire de venir être membre de leur parti pour bénéficier de la protection de la République à travers les lois? Il pouvait dire tout ce qu'il dit là au sein d'un parti politique. Il suffit qu'il ait les preuves. Il dit tout ça et ça serait même plus utile à l'opposition qu'à toute la nation. Il va être encadré et il va dénoncer les faits et on pourra alors poursuivre les gens et régler un problème du pays. Ils sont cyniques. Et maintenant, ils l'ont laissé juste à côté ici, au Togo. Et à travers un fait divers, on l'a amené. Et c'est ici maintenant qu'il se réveille pour dire que, ah voilà, il est là, il faut le libérer, etc. C'est faux. Je pense que ceux-là sont à la recherche d'un fonds de commerce. Et ils ne doivent même pas le faire. D'autant plus que la méthode mise en place par Steve Amonsou, où on vit désormais, etc. Enfin, cette méthode est antidémocratique. Je l'ai dit tantôt, ça ne permet pas aux victimes de pouvoir se justifier et de pouvoir dire ce qu'il en est réellement, de ce qu'il fait et ce qu'il apporte souvent au niveau de ses chroniques en parlant de dénonciation, etc. Monsieur Agossa, qu'est-ce qu'il faut espérer? Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. D'accord. Et je crois que cette fois-ci, qu'est-ce qu'il faut espérer du 7 octobre? S'agir et savoir que en prenant les attributs de la République et en allant devant un tribunal pour dire qu'il faut libérer tel, nous sommes en train de défendre avec des discours, etc. Ils sont en train de remettre en cause le rapport entre le peuple et l'autorité. C'est grave. Ils sont en train de le faire sans le savoir, de façon subtile, en disant que l'institution est au service de, etc. Et ne pas attendre que la procédure judiciaire aille jusqu'au bout, à son terme. Et à son terme, et là, et commencer par poser des problèmes, faire des déclarations qui ne cadrent pas du tout, même avec les faits. C'est grave. C'est grave qu'ils le sachent. Parce que les populations qui entendent ça, de certaines bouches, ces populations se disent, si ça vient de ceux-là, ça veut dire que c'est réel.
Et malheureusement, Mm. ils ne reviennent pas encore sur leurs propos après Mm. pour dire que ce qu'on avait dit n'est pas vrai. Mm. Nos comportements n'étaient pas des comportements républicains. Mm. Non, ils ne disent rien. Ils continuent. Et mieux, des fois, c'est qu'ils continuent dans l'erreur. Ils continuent dans le déni. Mm. Ce n'est pas bien. Il faut leur dire Mm. que ce n'est pas bien. D'accord. Notre pays Ils vous ont ne écouté. souffre pas aujourd'hui Mm. de problèmes d'affaires. On vit d'un fait divers. Mm. Si vous allez dans le pays, que ce soit à Cotonou, dans le Bénin profond, Mm. nous sommes à la veille de la rentrée Mm. scolaire, Mm. universitaire et autres. Mm. Allez poser des problèmes qui se posent aujourd'hui aux Béninois. Allez leur poser la question sur le problème qui se pose aujourd'hui aux Quel est le Béninois. problème, dites-nous? Les gens veulent Mm. mieux vivre Mm. par rapport au travail Mm. qu'ils font. Ils veulent que les enfants aillent à l'école. Ils ont ce souci. Mm. Ils veulent que les enfants réussissent. Ils veulent que les enfants aient de job. Ils veulent être en sécurité, etc. D'accord. Ils veulent une augmentation de leurs revenus. Mm. Hein? Ils veulent que le pays soit aménagé, que le pays soit une fierté pour eux Mm. d'être un Béninois. C'est ça qui préoccupe les Béninois. Ce n'est D'accord. pas un fait divers Mm. et qui est aujourd'hui la grande préoccupation des Béninois. D'accord. Pour finir avec ce que vous appelez fait divers, le dossier Steve Amoussou, il y a un procès prévu pour le 7 octobre. Ça, tout le monde le sait. Il y a 3 chefs d'accusation qui sont retenus contre le sieur Steve Amoussou. Qu'est-ce que vous espérez concrètement de ce procès qui s'annonce? J'espère, comme tout le monde, que ces droits soient respectés, comme ça se fait déjà. Mm. Ces droits soient respectés. D'abord, qu'ils soient en sécurité, Mhm. parce que c'est la première des choses. Mm. Je compte sur la justice, hein, et Mm. les forces de sécurité pour qu'ils soient maintenus en sécurité, Mm. et qu'ils soient en bonne santé, Mm. et que tous ces droits soient respectés. Mm. Tous ces droits soient respectés, qu'on écoute et qu'on le juge par rapport aux faits. Mm. Nous sommes d'accord. D'accord. Et donc, c'est aussi simple. Et c'est ce que veut la communauté internationale de nous. Pas autre chose. Pas autre chose. Que ces droits soient respectés Mm. et qu'on le juge à travers les faits, Mm. hein, et que cela soit vraiment un indicateur sérieux Mm. pour notre justice. C'est D'accord. clair. Donc, D'accord. Ouais. je crois que Mm. on n'espère pas autre chose que ça. Et nous avons confiance à Mm. notre justice On et attend de ça se voir. fera dans les normes. On attend de voir. Je rappelle que M. Irénée Josias Agossa est notre invité pour le compte de Prime Politique de cette semaine, acteur politique majeur dans notre pays, ancien candidat à la présidentielle de 2021. Il est actuellement membre du bureau politique du parti Union progressiste Le Renouveau. Le second sujet qu'on va aborder dans cette émission, ce sont les élections générales de 2026. 2026, si proche, si loin, mais si proche, puisque nous abordons la fin de 2024. Que Dieu nous garde vivement 2026, Monsieur Agossa. En attendant, vous avez peur de déclarer votre succession à Patrice Talon. Pourquoi? Non, bon, avant de revenir même sur cette question, Ouais. d'abord, je n'ai pas peur. Hein. Mm. Mais avant de revenir sur ça, je voulais conclure de l'autre côté pour Mm. dire que l'opposition doit comprendre Mhm. que nous sommes un peuple déception. Mm. Parce que la réaction que cette opposition et d'autres forces Mm. ont eue face aux problèmes qui opposaient, le conflit qui opposait le Bénin et le Niger, s'est répété dans la précipitation, la même précipitation face à un fait divers. Donc à comprendre que nous sommes un peuple déception. Et à ne pas vouloir l'assumer, fait qu'on est dépouillé de la force qui nous permet d'utiliser ça comme atout. Il faut l'assumer. Et dès que vous l'assumez, vous pouvez utiliser ça comme atout important. Le Bénin ne peut pas être aimé par les pays limitrophes. Surtout que nous sommes un peuple déception, nous sommes un pays déception, compte tenu des avantages comparatifs que nous détenons. Ça, il faut qu'ils le sachent. Sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, le Bénin est un peuple déception. Et les peuples déception vivent et survivent, arrivent à l'emporter et à se développer sur la base de la conviction de ses citoyens. Aucune opposition aujourd'hui ne doit remettre cette particularité en cause. Le Togo est en compétition régulièrement avec nous par rapport à beaucoup de choses. Le Niger, par rapport à beaucoup de choses. Le Burkina, le Nigeria même à côté. Ce qui fait que tous les chefs d'État, tous les régimes, depuis 90, même depuis qu'il y a eu la révolution, tous ces régimes ont eu des problèmes avec
les pays de la sous-région. Ils doivent savoir que... Mais on ne va pas souhaiter avoir des problèmes avec Non, les voisins. oui, c'est pour cette raison d'ailleurs Ouais. que nous devons assumer cette position d'exception. Hein, nous sommes un peuple d'exception. Donc, D'accord. nous devons l'assumer au lieu de vouloir à tout moment s'auto-flageller et nous amener dans des situations en fait qui ne nous favorisent pas, qui nous affaiblissent. Non, il ne faut pas le faire. Donc, moi, je tiens à le préciser pour dire qu'il faut que nous soyons clairs et qu'on n'aille pas dans la confusion à tout moment. D'accord. L'autre chose, donc, vous avez parlé des présidentielles, de la présidentielle et des autres élections. Puisque 2026, c'est pas d'élection générale. Que la présidentielle. Tout à fait. Mais vous avez mis l'accent sur la présidentielle pour dire que nous avons peur de désigner votre successeur à Patrice Talon. Pourquoi? Vous avez peur de quoi? Le président Patrice Talon. Non, on n'a pas peur. La procédure suit son cours. Vous attendez quelle instruction? Nous n'attendons aucune instruction, je vous rassure. Je vous rassure que le rêve que nous avons de partis politiques désormais, c'est de faire en sorte que dès qu'on désigne un candidat chez nous et qu'il est porté par le parti politique, qu'il soit le président de la République. Donc, dès qu'on prend n'importe qui dans le parti et qu'il soit désigné comme candidat, il ait la capacité de diriger ce pays. Donc, il faut une formation, il faut une conviction, il faut une vision, il faut un programme d'action, etc. Et nous sommes en train de préparer tout ça. Et c'est pour cette raison que vous êtes en train de dire qu'il y a du calme. Non, il n'y a pas de calme. Nous travaillons. Nous travaillons à ce que nous ayons ce candidat-là. Mais le temps presse, M. Agossa. Au moment du congrès, de la convention, ce que nous allons désigner, le cadre qui va permettre de désigner ce candidat, que nous puissions désigner celui qui incarne au mieux notre vision et le programme d'action qui doit pouvoir répondre aux aspirations du peuple en 2026. Monsieur Agossa, le temps presse. Celui-là, il est là. Ils sont là. Nous sommes tous. Ils sont où? Ils sont dans le parti. Ils sont dans le parti. C'est qui et qui, dites-nous? Ils sont tous nombreux dans le parti, autant qu'on peut. Vous êtes un ancien candidat à la présidentielle, vous pouvez revenir aussi. Autant, je dis, dès que c'est moi, ou n'importe qui, il faut que la personne soit capable d'être président de la République. Mais qui peuvent répondre au profil selon vous dans le parti? Vous allez savoir pourquoi vous êtes pressé. C'est pour quand, M. Agossa? Vous allez savoir, vous aurez les candidats et vous aurez le candidat, vous aurez le duo qui va représenter UP le renouveau. Mais le temps joue contre vous, M. Agossa. Le temps ne joue pas contre nous. Vous avez votre calendrier, nous avons notre programmation. Nous n'allons pas nous fier à la programmation de la presse. Mais c'est à la veille. Toutefois, nous ne négligeons pas vos inquiétudes. Mais dites-vous que l'essentiel est que nous soyons au courant des besoins du peuple. Dans très peu de temps. Le peuple vous attend. Dans très peu de temps. Vous allez voir les partis, notre parti se déployer encore plus sur le terrain. Nous sommes en train déjà, mais pour pouvoir collecter les besoins de façon spécifique aux régions, spécifique aux circonscriptions, spécifique à la nation, pour que nous puissions avoir un programme détaillé, conforme à un arrondissement, à une commune, pour nous permettre d'avoir des élus au niveau des communes et gérer des mairies et permettre à ce qu'au niveau des circoncisions, nous ayons des programmes qui répondent aux aspirations du peuple au niveau des circoncisions pour que nous ayons le maximum de députés, gérer l'Assemblée nationale et enfin avoir un programme d'action qui répond à l'aspiration du peuple sur le plan national et enfin faire de notre candidat le président de la République. Ce n'est pas un travail simple. Et vous avez fait tout ça en combien de temps? Nous sommes déjà en train, puisque nous l'avons fait en faisant le point avec le gouvernement face aux populations, au niveau des communes et au niveau des arrondissements. Et déjà, nous avons la liste, je vais vous dire, de tout ce qui a été une satisfaction pour les populations au niveau des communes et au niveau des arrondissements. Et aussi les besoins désormais qui s'expriment à leur niveau.
comment nous allons pouvoir immédiatement, à travers le gouvernement actuel, apporter solution à certains problèmes. Il faut pas attendre. Et comment projeter maintenant la suite sur la résolution progressive des autres à moyen et long terme. C'est ça ce qui a été fait. Et il faut le faire, il faut aller au bout. C'est ça qui va permettre à ce que nous réglons les véritables problèmes du pays. Et nous ne devons pas être dans une précipitation. Nous devons être calmes. Mais si on peut parler de précipitation et faire en sorte à que 15 mois globalement des élections générales. Nous ne devons pas être dans la précipitation et faire en sorte que nous soyons prêts au moment des échéances. Vous avez vu, quand on a un parti suffisamment installé, un parti suffisamment fort, voyez ce qui s'est passé aux États-Unis avec Joe Biden et la candidate Kamala Harris. Oui. Dès qu'on a constaté que le président Joe Biden n'est plus capable, on a coopté Kamala Harris et qui a repris le flambeau et qui défend de la manière la plus militante possible les idéaux du parti. C'est ça notre rêve pour l'Union progressiste. À tout moment, dès que les structures sont au point et que la base du parti est bien installée, comme nous sommes en train de le faire, à tout moment, dès que vous choisissez un candidat, le candidat est capable de vous représenter partout et d'assumer la vision du parti et de pouvoir vous permettre de gagner. C'est ça notre rêve. Oui, monsieur Agosta, nous ne pouvons pas être précipités et nous ne sommes plus dans la logique de la personnalisation. On a le sentiment que vous avez peur de désigner vos candidats, de déclarer ouvertement la succession à Patrice Talon. Personne n'a peur. Qui pourtant a fait déjà... Personne n'a peur. Il est dans son second mandat, donc il n'a plus rien à perdre. Son programme jusqu'au bout et nous le soutenons. Et nous sommes dans la programmation de la désignation de nos différents candidats aux différentes élections prochaines sur la base de ce que je vous ai expliqué. Vous pensez que vous aurez des blocages quand vous allez déclarer vos candidats? Le président de la République ne nous désignera pas un candidat. C'est ça ce que les gens pensent. Vous pensez plutôt à ça. Est-ce qu'il le pense à tort? Vous voulez savoir qui le président Talon a désigné pour UP le renouveau? Non, quittez là, quittez ce point-là. Vous n'aurez pas un résultat. Quittez là et mettez-vous dans le processus de désignation du parti selon la réforme partisane. Mais il ne peut pas rester en dehors de la désignation de son successeur. Dans le processus de désignation des candidats au sein des partis, selon la réforme partisane. Nous n'aurons plus dans ce pays, selon la réforme partisane, un président élu de la manière dont le président Talon a été élu. Notre souhait est que ce soit le dernier président de la République qui soit élu de cette manière. Le code électoral peut être vu selon certaines indiscrétions. Restons d'abord à ce niveau et permettre à ce que, c'est-à-dire que ce soit le dernier président et que désormais que ce soit les partis politiques qui désignent les candidats et qui les proposent au suffrage universel et que les populations fassent dignement le choix. Oui, sur cet aspect, oui. Soyez sûrs que nous allons mener ce combat jusqu'au bout et c'est à travers l'installation des structures, l'animation des structures, la formation des militants pour que nous ayons un véritable parti comme nous sommes en train de désigner de bons candidats. Oui, je vous relance sur la question. Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux, ce que vous êtes en train de souhaiter là? Parce qu'on est souvent allé chercher l'oiseau rare quelque part. Boni Yayi est venu d'ailleurs. Patrice Talon est venu par la suite. Votre souhait, est-ce que ça peut se réaliser pour 2026 ou bien après? Parce que ça va se réaliser. On ne sent pas vos partis avoir des leaders qui puissent succéder à Patrice Talon. Comment on ne sent pas des leaders? Nous sommes derrière des leaders. Nous sommes derrière des leaders. Mais ils sont où? On veut les voir. Oui. Tous ceux que vous voyez dans la haute direction chez nous, le président Diogbenou, le président de l'Assemblée et la première vice-présidente, etc. Tous ceux-là, c'est des leaders chez nous. Ils sont capables de succéder à Patrice Talon. Mais c'est des leaders chez nous, ils sont capables. Ils sont capables. Aujourd'hui, c'est eux qui incarnent le parti à un haut niveau. Nous sommes d'accord. Ils sont des leaders chez nous. Nous avons les députés, le président des différentes commissions que nous avons au Parlement, le président du groupe parlementaire. C'est des leaders chez nous. C'est des leaders chez nous. Venez, vous allez voir. Est-ce qu'ils ont le charisme pour la fonction présidentielle? C'est le parti qui va en parler. C'est le parti politique
qui va en discuter. Mm. Ce n'est pas le fait de se lever et dire que celui-là a... Mais si vous avez, venez dans le parti va vous choisir et le parti fera de vous son chef et va vous suivre pour que vous puissiez gagner. Aujourd'hui, nous n'aurons pas à subir ce que nous avons subi durant les autres élections. Le président Talon le sait pertinemment. C'est pourquoi il a, dès le début, lancé la réforme partisane. Et là, il faut le féliciter. Il faut l'encourager. Il faut le lui reconnaître. Il est le seul président depuis 1990 qui a remis en cause la manière dont on élit les présidents et qui était la source de tous les problèmes que nous avons. L'installation du clientélisme politique, la transhumance avec les micro-mafias mises en place depuis les communes, les arrondissements, les communes, le Parlement, jusqu'au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire le président de la République. Le chef de l'État, Baptiste Talon, avec son équipe, a dit non. Il faut le lui reconnaître. Parce que le système était là avant lui. Le système l'a produit. Il a eu le courage de dire ça ne va plus se faire. Mais la réforme a du mal à prendre, M. Agossa. La réforme prend, comment ça a du mal à prendre? Voyez au Parlement. Tout n'est pas fait au niveau de la réforme du système partisan. Au Parlement, est-ce que vous avez appris aujourd'hui qu'il y a encore de la transhumance? C'est des faits, ça. Allez-y, dites-moi. Nous avons eu un Parlement qui fonctionne selon les normes. Certains ont parlé d'exclusion, certains il y a une stabilité on parlait de politique. critères pour exclure Il y a une certaines personnes. stabilité politique aujourd'hui. Et nous n'avons plus dans ce pays le clientélisme politique. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Voyez au Parlement, et chacun dans son couloir. L'opposition dans notre pays a voté contre une mesure prise par le gouvernement, un projet de loi du gouvernement issu de la majorité, je veux dire, de la majorité présidentielle, mais sans qu'il n'y ait de députés qui aient de tel ou tel bord. La fidélité et la loyauté a été respectée. Ça, c'est un constat. Tout le pays disait que ça ne marchait pas. Il faut qu'on réduise le nombre de partis. Le nombre de partis aujourd'hui est réduit. Et on sait qui est qui et qui fait quoi. Ça, c'est positif. Il reste beaucoup à faire. La démocratisation des partis politiques, c'est-à-dire le fonctionnement selon les normes démocratiques des partis politiques, ça revient aux militants et à nous autres aussi responsables des partis. C'est un défi à relever. Moi, je me suis battu tout le temps dans ma vie pour que les hommes politiques prennent le devant de l'activité politique dans notre pays. Je me suis battu. J'ai toujours dit, ce qui se passe, c'est pas bien. Nous ne devons pas aller chercher l'oiseau rare et qu'on vienne détruire les partis à chaque début de mandat et reconstituer des partis politiques et revenir toujours à zéro, etc. C'est pas bien. Il faut qu'on ait des partis stables. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que moi, je n'étais pas pour l'arrivée du président Talon en tant que homme d'affaires à la tête du pays. Évidemment, on se souvient que vous l'avez tellement combattu. Oui, mais c'était dans cette logique. Mais je suis très heureux aujourd'hui que ce pourquoi je me battais soit là, soit une réalité et que ce soit porté par lui. Si avant dire qu'il tort, et donc pas. C'est ce qu'on dit. Si ton ennemi porte un habit qui lui sied, mais ce n'est pas parce qu'il est ton ennemi que tu ne veux pas apprécier. Dis que c'est bon. Cela ne veut pas dire autre chose, mais dis qu'au moins c'est bon, c'est le minimum pour toi. Donc c'est ça. Il a dit quelque chose, il a fait quelque chose qui va marquer notre démocratie pour tout le temps. Et c'est cela qui fera de lui l'homme d'État qu'il veut. L'image là va rester longtemps. Celui qui a changé le processus de désignation des élus, des représentants du peuple dans notre pays et qui cadre avec une vision de développement. C'est ça ce que nous allons faire. Et lui-même, il sait que s'il personnalise, parce que c'est contre même son idéal, ça ne marchera pas. Et donc, c'est pourquoi il demande aux partis de faire l'effort de désigner en leur sein leurs représentants, et de pouvoir les présenter aux différentes échéances électorales. Parlant et de non ça, oui. d'espérer de lui un parent, un ami, etc. Il a dit clairement au Bénin. Oui, parlant de ça, justement, on sait que le président de la République, au cours d'une de ses sorties précédentes,
on lui a fait la question de savoir si son ami personnel de tous les jours, M. Olivier Bokor, lui a parlé de sa candidature. Il dit que lui, il n'a pas l'information, que ce n'était d'ailleurs pas le moment d'en parler. Mais on sait que les mouvements qui suscitent la candidature de M. Olivier Bokor s'amplifient et s'intensifient au fil des semaines. Quelle réaction avoir par rapport à cela? Et le concerner lui-même, pour le moment, apparemment, il ne veut pas parler. Le président de la République, le Ouais. leader de la mouvance Mm. entière, de la majorité présidentielle, Mm. a dit qu'il n'est pas informé. Mm. Et vous venez de dire que M. Olivier Bokor est un ami personnel du chef de l'État. Vous voulez être mieux informé que ça? Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce qu'ils ne nous disent pas, ces deux personnalités-là? Vous voulez être mieux informé que ça? Le président a donné sa ligne. Que nous suivons. Et que tout le monde suit, les partis suivent. Tout le monde suit. Mais pourquoi les mouvements de suscitation continuent sur le terrain? Mais posez la question à l'intéressé. Si le président a parlé, et ça ne vous suffit pas, posez la question à l'intéressé. Vous avez son adresse, certainement. Posez la question. Prenez le courage, allez lui tendre le micro pour dire, malgré tout ce que le président a dit, votre ami a dit, etc. Et voilà, selon même les normes de la réforme partisane, etc. Est-ce que vous êtes membre d'un parti, etc. Mais comment vous voulez être président quand les autres vous suscitent un peu partout? Ben, ça là, c'est libre. Je ne crois pas qu'il soit antidémocratique et ne pas chercher à vous répondre. Il va vous répondre. Et là, vous aurez la certitude maintenant de la réponse. Les démarches pour l'avoir n'ont pas manqué, rassurez-vous, monsieur Agossa. Ah bon, donc ça sera dans votre posture. Ça veut dire que le moment n'est pas encore. Je lui ferai la question n'est pas encore arrivé. Gardez votre patience, puisque vous aurez. Est-ce que ce n'est pas le silence qui équivaut au consentement dans un cas pareil? S'il n'est pas d'accord pour les suscitations, il peut dire arrêtez-moi ces mouvements. Posez-lui la question. Vous me posez encore la question à ceux qui suscitent sa candidature. Tout au moins. S'il continue, se base sur certaines continue, ça sur veut quelque dire chose qu'ils ont un objectif. Mais cet objectif, ils ont peut-être des garanties. Ils ont n'importe comment posé-leur la question. Mais ce qui est sûr, c'est que cela doit être conforme aux tests en vigueur dans le pays. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, M. Olivier Bokor, est-ce que vous avez connaissance qu'il est membre de votre parti, l'Union progressiste, le Renouveau? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire avec précision. Je peux vous dire qu'il n'est pas membre de la haute direction. Il n'est pas membre de la direction exécutive. Il n'est pas membre du bureau politique. Mais comme le système d'adhésion est à la base, je ne sais pas s'il a adhéré au niveau d'une structure de base et qu'il a voulu ne pas être dans les instances de direction du parti. Donc, certains estiment qu'on peut revoir le code électoral pour permettre à des candidatures indépendantes d'exister. Quel est votre avis sur la question? Je suis totalement contre. Je suis contre. Pourquoi? Parce que, pourquoi on va réviser le code électoral? Qu'est-ce que le code électoral présente comme défaut? Certains acteurs espèrent cela de tout leur vœu. Mais c'est normal qu'ils aient aussi des gens comme moi qui soient contre. Qui sachent que désormais, qu'il y a des gens qui sont très contre et qui les combattent, que ce soit ceux qui se sont retrouvés autour de l'Église catholique, de tous ceux qui sont là. Ils sachent que moi, je suis à la tête d'un autre groupe qui les combat jusqu'au bout. Il y a la question des parrainages. Il n'y aura pas réélecture. Les 20%, il y a certaines conditions. Nous irons aux élections sur la base de ce code. D'autant plus que ce code renforce la réforme partisane. C'est ça ce qu'ils ne disent pas. Et eux, ils veulent revenir sur l'ancien système. Le système de corruption, de destruction de l'image du pays. C'est ça ce qu'ils veulent faire. Mais ils n'auront plus cette chance. Non, c'est terminé. Nous irons jusqu'au bout. On va expérimenter ce code. Parce que nous avons déjà expérimenté une partie de ce code. Ils ne vous disent pas que ce code est l'amélioration de l'ancien code qu'ils avaient contesté, les 10%. Mais aujourd'hui, quand l'opposition est en train de jouir des 10% au Parlement, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. C'est l'ancien code qui les a permis d'être au Parlement. Il n'y a que les députés de la réforme partisane aujourd'hui. Il n'y a pas de députés d'un ancien système. Et s'il y a stabilité, il faut améliorer le système, il faut renforcer le système à travers d'autres critères importants. Moi, je ne veux pas que mon pays vive ce que vive la France. Il n'y a pas possibilité qu'on révise le code électoral. La révision du code électoral, moi, je dis, je suis contre. Je donne mon avis. Mais vous n'êtes pas au Parlement, je M. ne suis pas au Agossa. Parlement, mais
je suis d'un parti politique. Oui. Et je dis que je suis contre. Le code a été voté au Donc, Parlement, le ça code peut a être été révisé voté là-bas au aussi. Parlement. Oui. Et moi, je dis que je suis contre et que je me battrai et que je continue de me battre d'ailleurs au sein de mon parti pour qu'on ne parle pas de la révision du code. Pourquoi vous minimisez le peuple béninois? Je vous dis que nous sommes un peuple d'exception. Les gens ne veulent pas l'assumer. Allez simplement expliquer aux populations les critères pour qu'on soit désormais député. Les populations vont pouvoir se baser sur ces critères pour vous élire. Les Béninois veulent comprendre les critères. Moi, je vous ai dit, j'étais dans un village de Banamé. Les populations ont posé la question sur les critères d'élection. Ils ont posé la question. Et il paraît qu'il y a de nouveaux critères. J'ai dit oui. On a parlé des 20%, tout ça. Elle a dit, ah, d'accord, donc désormais, nous ne pouvons plus nous enfermer dans notre village ici. On doit aller convaincre les autres pour que notre parti ait les 20% et dépasse encore plus les 20% pour avoir la majorité. Et je l'ai dit, ça ne serait pas seulement ici, dans la circonscription. Nous devons avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales avant de pouvoir avoir un député sur le plan national. Ils ont dit, ah bon, si c'est ça, la bagarre serait intense. Les parents, les alliés qui sont à Kpangouya, d'autres qui se retrouvent à Parakou, etc. Il faut les informer. Il faut les informer sur la base de quoi? Sur la base de la vision du parti. Et c'est ça qui va renforcer la cohésion nationale et l'unité nationale. C'est ça qui va nous permettre d'être un peuple uni et que nous ayons des courants forts qui vont nous permettre d'être compter sur l'échelle du développement international. Nous ne pouvons pas continuer avec ce qu'on faisait. Ce qui leur fait peur, c'est qu'ils ont dans leur rang ceux qui ont des dossiers, des gens qui ont désigné avec les rapports qu'ils avaient avec le chef du parti, le président du parti, etc. Non, ça c'est terminé. Quand on veut désigner quelqu'un maintenant, il a une concurrence au sein de la circonscription, au sein de la session, au sein des sous-sessions. Il y aura une compétition. Si tu as détourné dans le village, tu as détourné quelque part, on va te le révéler. On va te le révéler, on va te dire non, tu ne peux pas être à ce poste parce que toi, tu ne nous honores pas. Voici ce que tu avais fait, etc. Et désormais, la base va nous permettre de régler ces problèmes et de faire un tri jusqu'au niveau du sommet pour que le chef de l'État soit vraiment celui qui doit représenter le pays et incarner les Béninois. Et qu'on doit en être fier. C'est ça. Et ils refusent. Ils vous disent qu'ils sont exclus, tout ça, parce qu'ils veulent le fonds de compte. Je vous ai dit comment ils veulent prendre une vie et travailler. Donc. Vous l'avez dit déjà. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent aujourd'hui prendre le président Yahi pour se dire que bon, c'est ça, et être dans la personnalisation. Qu'ils aillent expliquer les critères de désignation. Les 10%, ils n'ont pas eu sur le plan national. Ils l'ont eu. Pourtant, ils avaient combattu. Pour dire jamais, on ne veut pas ça. Et après, ils se présentent pour dire nous sommes victimes. Non. Désormais, ils doivent présenter leur vision au nom de leur parti dans tout le pays, au lieu plutôt d'être derrière un gourou et dire que voilà, notre gourou, oui, lui il est bon, il faut nous prendre. Non, non, c'est terminé. D'accord. Donc, c'est ça qu'il faut. Merci. Moi, je combattrai et je continue de combattre. La relecture du code électoral. Parce que dans ce pays, il n'y a pas eu d'élection exclusive. Je vous dis non. Je le dis toujours. D'accord. Les lois ne sont pas exclusives, les lois sont sélectives. Il n'y a que des élections où les gens ont eu des stratégies. Et quand ta stratégie n'a pas marché, il ne faut pas dire que l'élection a été exclusive. La loi n'a pas été modifiée. Rien n'a été modifié. Et pourtant, aujourd'hui, nous avons une opposition au Parlement qui a eu des députés sur la base des textes là. Et finissons avec cette histoire d'opposants et de mouvements. Ayons des grands partis. Et qu'on parle désormais des partis sur la base de leur identité, de leur courant, de leur vision. Merci beaucoup, Monsieur Irené Josias Agossa. Vous êtes notre invité pour le compte de cette émission Prime Politique, ancien candidat à la présidentielle de 2021. Vous étiez en duo avec Monsieur Corentin Koroué. Il va bien au passage? Il va bien, il va bien. D'accord. Bien de choses à lui.
Oui. On le recevra par 7 ans bientôt, par ici. Certainement, vous cherchez Certainement. son adresse, il va venir. Évidemment. Ouais. Merci beaucoup. Vous êtes acteur politique majeur hein, depuis une trentaine d'années. C'est bien ça, non? Bon, moi, la politique, pour moi, c'est une passion. Mm. Je ne sais même pas depuis quand je suis dedans depuis mon enfance. Moi, Mm. depuis le cours primaire, déjà, j'étais Mm. responsable Mm. de classe à l'université, Et tout ça. tout, et tout. C'est une passion pour moi. C'est ça. Je ne suis pas arrivé en politique de façon accidentelle. Mm. Hein. J'aime la politique et je réfléchis toujours sur comment faire pour que le pays soit développé. Et je vous assure, je serai dans dans ce jeu-là, Mm. hein, presque jusqu'à ma mort. D'accord. Merci beaucoup. Vous êtes entré dans la politique par amour. Est-ce que la politique vous aime aussi en retour? La politique, c'est un jeu suffisamment pas facile. Vous voyez, et nous, on commence par dire qu'on veut faire ça. On va faire ça. On veut résoudre tel problème de la population. On veut faire ça. Or, celui qui a le pouvoir, qui dit qu'on peut le faire, c'est Dieu. Et pourtant, nous, on prend le courage de défier Dieu devant les hommes. Pour dire, nous sommes capables, nous sommes capables, nous sommes capables. Donc, la politique, hein, c'est un jeu très risqué. Alors, il faut avoir de l'amour, il faut accepter, hein, mettre son image en jeu, sa personnalité, tout ce que tu as en jeu pour pouvoir être un peu accepté. Parce que tu ne peux jamais réaliser ce que tu dis, hein, parce que tu n'es pas Dieu. Or, la politique te pousse à faire des promesses, à dire que c'est toi, que je dois faire, et tu te prends pour, que tu veuilles ou pas, le représentant de Dieu sur terre. L'homme propose, Dieu dispose. Alors, l'homme propose, Dieu dit. Même le Christ, quand il en parle, quand il faisait, il dit qu'il le faisait au nom de son Père. Or, nous, en politique, on dit qu'on fait en notre nom, au nom de notre parti. Donc, cela, déjà, ce décalage fait que la politique, ce n'est pas un jeu d'enfant. Merci beaucoup. Pouvoir l'aimer. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci aussi à toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme. Ce fut un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Je voulais simplement vous dire que oui. Vous avez répété plusieurs fois que j'ai été candidat aux élections présidentielles. Oui, et ce n'est pas une invention, c'est une réalité. Très bien, mais ceux à qui ça crée des troubles du cerf, le nombre de fois que vous l'avez répété, je crains qu'il ne soit évacué. Il y a une crise à l'hôpital. Vous faites allusion à qui, par exemple? Ils sont nombreux. Je rappelle à toutes mes utiles que vous êtes ancien candidat à la présidentielle de 2021. Vous enfoncez encore le couteau dans la plaie. Je leur souhaite qu'ils se rendent compte de la réalité. C'est ça. C'est une réalité. Exactement. Et je vous promets qu'on fasse un débat sur 2021 pour que vous compreniez désormais ce qui s'est passé. Que les acteurs sont là. Nous devons être différents des autres. Nous devons respecter le caractère exceptionnel de notre peuple. Je vous le promets, on le fera. D'accord, on le fera. Pour que vous compreniez que l'élection n'en a jamais été exclusive. D'accord. Merci beaucoup à vous et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À bientôt.